Bonjour, petit récap du live d'hier sur comment scraper un groupe Facebook avec Google Colab et pQuery. Euh, Si vous n'avez pas vu le live d'hier, c'est pas grave, il est très long parce que j'avais pas préparé quelque chose avant, ce qui fait que quand on prépare pas, on passe du temps à rechercher les bonnes balises avec un code pas forcément très propre ou un code très long sur Facebook, ça fait pas gagner du temps. Et moi, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo-là que regarder la vidéo d'hier en live, car là, on va directement au fond du sujet. C'est un récap, donc c'est censé être rapide, à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et, euh, et j'ai fait en sorte d'enlever toutes les erreurs que j'ai pu faire hier à la volée. Voilà, donc la première chose qu'on doit faire avec quand on veut faire un petit scrapper sur Colab. Colab, c'est quoi au préalable? Colab, c'est un outil Google, un peu comme Google Spreadsheet ou Google Doc, qui nous permet de faire du code et de collaborer en faisant du code. Faisant du code. Colab fonctionne principalement pour Python, parce que c'est en gros Jupyter Notebook sur Google. Donc moi, comme je suis plutôt pythoniste que d'autres langages, je vais vous montrer un peu l'utilité de savoir coder en Python euh, pour faire des petits scripts sympas sur les réseaux sociaux. Et l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez collaborer avec d'autres personnes et partager cet outil-là. Voilà, pas besoin que ce soit sur votre ordinateur pour faire quelque chose de sympa. Donc, début du récap, la première chose qu'on a à faire, c'est connecter son Google Drive. Donc, pourquoi connecter son Google Drive? Tout simplement parce que on a besoin d'avoir un endroit où enregistrer les informations. Car si on ne les enregistre pas sur notre Google Drive, l'enregistrement est temporaire sur Colab, ce qui va faire que votre fichier va disparaître. Et c'est un peu bête de télécharger un fichier ou d'avoir un nouveau fichier et qui disparaissent voilà, au bout de 2-3 heures. Mieux vaut le garder de côté dans un fichier particulier sur votre drive. Donc pour connecter le drive, vous avez juste à exécuter la petite cellule et à cliquer sur le lien. Donc là, en fait, c'est l'API Google qui va vous demander d'avoir les droits sur votre compte Gmail. Donc là, vous acceptez, autorisez, et là, vous pouvez accéder à votre clé. Bon, la clé change à chaque fois. Donc la mienne, vous l'aurez pas, sauf si vous l'avez en temps réel, mais à mon avis, vous ne pourrez pas utiliser mon drive dans le futur. Et vous avez à faire ça pour votre drive à vous. Donc vous attendez. Et quand tout est fini, vous pouvez voir que le disque dur a été bien monté. C'est-à-dire que votre disque dur Google Drive a été chargé. Donc là, pour vérifier où vous en êtes, vous faites ls et vous voyez que dans le dossier actuel, il y a deux dossiers intéressants, Sample Data et G-Drive. Sample Data, c'est pour ceux qui travaillent sur de la data analyse, pour s'entraîner à faire de la visualisation, mais on va pas voir ça nous aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est G-Drive. Donc, on lance G-Drive, on arrive dans G-Drive, ensuite on va faire ls pour voir où on en est. Donc là, on voit qu'il y a My Drive. Donc on va arriver sur My Drive. Hop, CD. Ouais. Pourquoi j'arrive pas à aller là? C'est My Drive.
OK. Donc là, j'arrive à me connecter à MyDrive. Je vais pas vous faire un ls MyDrive. Attends, je vais regarder si ça pourrait le faire, mais je vais regarder si je suis bien dans MyDrive quand même. ls, si je suis bien dans mes dossiers. Voilà, j'ai accès à mes dossiers. Donc vous voyez très bien que je suis bien dans mon drive à moi. Et quelques dossiers que je peux avoir. Donc, je me suis bien connecté. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est créer un dossier qui s'appelle Scrap Facebook. Voilà. Et faire un CD Scrap Facebook pour être dedans. Voilà. Et là, quand je fais ls, bah, je suis bien. Il n'y a rien dans le fichier, c'est normal. Et si je fais ensuite pwd, qui sous Linux veut dire quel est le dossier actuel, bah, on voit bien que je suis toujours dans le bon dossier, donc il n'y a rien. Et c'est normal. Donc la première chose à faire quand vous êtes dans votre dossier Drive, après avoir été dans votre dossier Drive, ou après l'avoir créé, c'est d'aller sur le groupe Growth Hacking Experiments, parce que moi j'ai les droits, comme je suis l'administrateur, d'aller sur mon groupe et récupérer les données en gros. Et moi je vous laisse les droits de l'avoir. Ou en tout cas c'est bien de tester sur ce groupe là avant d'aller ailleurs. Et si vous voulez scraper les membres d'un autre groupe, bah, je vous invite à avoir le consensus ou l'aval du groupe en question pour que ça soit tout à fait RGPD compliant, même si Facebook vous invite pas forcément à le faire. Mais en gros, demandez quand même au groupe avant si vous pouvez l'avoir, ce serait quand même plus simple si vous l'avez directement, si vous avez l'accord. Donc vous êtes dessus, et quand vous êtes dessus, bah, il va vous suffire de faire 2-3 trucs. Donc ce que vous avez à faire, c'est, je vous l'ai mis en capture d'écran, c'est de faire inspecter l'élément. Donc on inspecte l'élément, voilà. On inspecte l'élément et on sélectionne ce qui nous intéresse. Voilà. Hop. Donc là, je vous ai mis la capture d'écran. Et ensuite, vous avez aussi la classe qui nous intéresse, les éléments qui nous intéressent. Là, c'est UL Clearfix. Donc pour pouvoir les sélectionner en HTML et les copier, bah, vous faites clic droit, copie, inner HTML ou F2, CTRL A. Donc F2, CTRL A, CTRL C, et vous l'avez de côté. Donc maintenant qu'on a... Bon, je vous ai pas dit qu'il fallait scroller au préalable. Il faut scroller au préalable. Je vous ai pas donné un script pour automatiser ça. Vous pouvez avoir une application pour pouvoir le faire à votre place. Mais là, l'objectif, c'était plutôt vous montrer comment scraper sans faire le scroll. Mais après, en fait, si vous avez... je ferai une vidéo Selenium pour vous montrer un peu plus de l'automatisation plus poussée. Mais là, c'était quelque chose d'assez simple pour vous montrer comment c'est possible de scraper. Et je vous mets un script à disposition là, qui vous permettra de scraper quoi qu'il arrive dans le temps. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, même si c'est pas du full automatisation, bah, vous pourrez toujours scraper un groupe Facebook, quoi. Hop, donc maintenant qu'on a récupéré, qu'on a copié le code HTML qui nous intéressait, moi j'en ai pas copié énormément, j'en ai copié seulement une petite partie, bah on
On va le passer sous HTML formateur. Voilà. Vous allez faire copier-coller. 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 Bon, là, j'ai pas l'HTML ici, mais vous faites copier-coller. Après, vous faites format. Vous recopiez. Et vous le collez dans une variable qui s'appelle HTML. Hop. Donc là, il y a la variable. Et après, vous exécutez. Donc quand vous avez fait ça, vous allez installer pQuery, qui est une librairie qui permet de transformer une chaîne de caractères permet à Python de lire le HTML, quoi, parce que là, on a transformé le HTML en chaîne de caractères, parce que Python n'a pas de type HTML. Pour les types, je vous invite à voir mes vidéos d'introduction à Python pour comprendre ce que c'est un type. Mais en gros, Python peut lire certains formats. Et le HTML, c'est pas un format que Python peut lire. Donc on lui passe des chaînes de caractères. Et après les chaînes de caractères, on utilise des librairies pour faire en sorte que ces chaînes de caractères sont lisibles en HTML. Et ces librairies, on appelle ça des parseurs, quoi. Vous avez probablement entendu ce mot un peu partout. Des parseurs. P-A-R-S-E-R. Donc, pour installer pQuery, on fait pip install pQuery. Sur Colab et sur Jupyter Notebook, il y a un point d'exclamation avant. Quand vous êtes sur votre ordinateur en local et que vous avez installé pip, qui est un package manager, vous n'avez pas à mettre le point d'exclamation. Voilà, mais je ne vais pas forcément vous faire un tutoriel sur les basiques de Python. Là, je considère que vous connaissez un petit peu comment utiliser Python pour pouvoir voir cette vidéo. Ou si vous ne connaissez pas Python, l'objectif c'est de vous dire tiens, ça existe, voilà la logique. Et si vous n'avez pas forcément la logique pour l'instant, vous pouvez apprendre Python sur mes tutos sur YouTube. Et après comprendre un peu au fur et à mesure voilà, comment faire fonctionner Python en général, comment créer des environnements virtuels, comment faire en sorte d'utiliser des paquets de managers comme pip. Donc quand on a installé pQuery, qui est une librairie Python, donc un outil, on va l'importer. L'importer, ça veut dire à Colab de pouvoir l'utiliser. Donc là, on va apporter une classe et on crée un alias pour que ça soit plus facile d'utilisation et plus rapide d'utilisation. Ça nous évite d'écrire pQuery à chaque fois, surtout avec des cases un peu chiantes, majuscules, minuscules. Donc pour faire en sorte que pQuery lise le HTML, on va instancier une variable. On va instancier la classe pQuery avec l'HTML dedans, quoi. Donc là, tout ce qui est texte HTML va se transformer en HTML parsé, quoi. Donc là, ensuite, quand on a rendu le HTML lisible par pQuery, on va faire en sorte de trouver la bonne balise. Ce qui peut prendre énormément de temps. Sur le live, ça m'a pris une bonne demi-heure, parce que Facebook ont des points de complexité, notamment sur le fait de nommer des classes point underscore 8 60RH, avec parfois des classes qui sont très similaires. Donc là, j'ai diminué le spectre en testant 60RH. Diminuer le spectre, ça veut dire aller au plus près des éléments de la page qu'on souhaite. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des éléments qui nous convenaient. Donc là, on essaie de trouver l'élément le plus proche
pour récupérer les données les plus intéressantes. Donc la balise la plus proche, c'est AOHE. Et quand on a vu ça, on peut afficher tous les éléments qui correspondent à une personne. Donc là, c'est les balises A qui correspondent à une personne sur la première page du groupe. Donc si vous scrollez plus, vous aurez plus de données. Donc là, moi, j'avais pas fait de scroll, ce qui fait que j'en ai une quinzaine, grand max. Mais l'objectif, c'était que ça soit assez rapide. Mais pour vous, si vous voulez aller plus loin, scrollez un peu plus et derrière, vous ferez un export plus important. Donc là, avant de sélectionner ce qui nous intéresse, il faut regarder. Donc on a vu que ce qui nous intéressait, c'était les pages Facebook, c'était les ID, c'était les noms, prénoms des personnes, et que les images, c'était un peu chiant à les récupérer parce qu'il fallait être connecté à Facebook. Voilà, tel quel, on ne pouvait pas les avoir. Donc pour récupérer les attributs qui, par exemple, là, sont Ajaxify group, etc., il faut faire i.atr Ajaxify, c'est la syntaxe pour pouvoir récupérer. Et quand on fait ça, on a le listing de tout de ce qu'il y a en attribut ici, par exemple. Et je vous ai pas dit que D, c'est-à-dire que l'instance ici est considérée comme un dictionnaire sous une forme de dictionnaire par BigQuery. Donc c'est pour ça que j'ai mis items ici. Voilà. Pour faire une boucle dessus. Mais regardez un peu la syntaxe. Gardez la syntaxe si vous vouliez seulement utiliser le code tel quel. Donc après qu'on ait vu comment récupérer un seul attribut, je me suis essayé à en récupérer plusieurs. Voilà, on voit qu'on a récupéré plusieurs attributs qui nous intéressaient. Mais on voit aussi que, par exemple, les attributs ne sont pas propres, ce qui est pas forcément magnifique. Et on avait vu aussi qu'on pouvait utiliser l'outil Cyberchef, Cyberchef, pour décoder les URL. Ensuite, il y a des librairies en Python pour pouvoir décoder les URL, parce que parfois les URL sont en base 64 et il y a 2-3 éléments qui pourraient nous intéresser dedans. Donc là, on avait vu que sur une URL particulière, pas forcément sur ces attributs-là, on pouvait récupérer une URL comme ça, se transformer en URL en dictionnaire. Voilà. Donc parfois, ça peut être bien de passer différentes URL un peu sales dans Cyberchef pour voir s'il y a des éléments un peu plus intéressants pour nous. Donc, quand on a récupéré les différents attributs qui nous intéressent, l'objectif c'était les mettre dans un CSV. Et pour les mettre dans un CSV, il y a plusieurs manières. Soit on utilise la librairie CSV, ou soit on utilise Panda. De mon côté, j'ai préféré utiliser Panda parce que Panda c'est plus facile pour visualiser les données. C'est une librairie de tableaux en Python. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une librairie qui permet de visualiser les données sous forme de tableur directement dans un notebook. Et donc on apporte Panda pour pouvoir faire 2-3 manipulations, pour pouvoir visualiser les données, pour pouvoir réaliser un export. Ensuite, on apporte regex pour pouvoir nettoyer les différents éléments. Voilà, quand on a importé regex et Panda, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous les attributs et on va les cleaner avec des regex particulières. Si vous voulez voir le détail, je vous invite à aller voir le live, mais là je ne vais pas vous faire tout le récap.
Une regex, c'est en gros un outil. J'aime pas le dire le mot outil, mais c'est un outil de morphologie syntaxique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil qui va vous permettre d'identifier les différents caractères et en sélectionner certains par rapport à la taille. Est-ce que c'est des minuscules, des majuscules, est-ce que c'est des chiffres, des nombres, est-ce que c'est des caractères spécifiques ou pas. Donc si vous voulez avoir un petit récap, Wikipédia, c'est assez rapide sur ce que c'est une regex, parce que je pourrais vous faire un cours entier dessus. Et l'objectif, c'est pas de passer trop de temps, c'est juste un récap. Donc voilà, donc on prend donc les attributs, on les nettoie, et après on les pousse dans un dictionnaire, et après on les met dans une liste qui va nous permettre ensuite d'être insérés dans un data frame. Un data frame, c'est un tableau Panda. Donc là, on prend la liste personne, et on assigne la liste personne, on assigne un nouveau data frame à la variable df, ce qui donne ça. Voilà, quand je vous parlais de visualisation de tableau, Panda permet ça. On voit les colonnes, on voit les ID, groupe ID personne, URL personne, donc tout bien nettoyé, nom, prénom, nom. Et le fait de préparer ça va nous permettre de générer des emails ensuite. Donc pour générer des emails, il y a une chose à penser, c'est d'enlever les caractères spéciaux. Donc pour cela, on a une librairie à Python qui s'appelle Unidecode, qui est très très facile d'utilisation. Donc on fait pip install Unidecode. On pourrait utiliser aussi notre librairie qui s'appelle Unicode Data, ou faire des regex pour ça, ou faire des replays pour ceux qui connaissent. Mais Unidecode, c'est assez simple. Donc on installe avec pip install. Donc là, je l'avais déjà installé, mais vous allez voir l'installation. Et après, on fait un port Unidecode. Voilà, donc là, c'était un exemple. Donc Malaga avec Unidecode, ça enlève l'accent, mais le problème c'est que ça enlève pas aussi les caractères spéciaux, parce que les caractères spéciaux peuvent être recherchés. Si on veut par exemple avoir je sais pas un nom composé avec un D apostrophe, ça peut être intéressant de le garder tel quel, en D apostrophe. Mais nous, pour l'email, on veut pas les accents. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai fait une regex qui supprime tous les caractères non-mots et qui les remplace par rien. Par une chaîne vide. Donc ce qui fait que à ce niveau-là, on a enlevé l'accent. Et ensuite, je vous montre avec les caractères spéciaux enlevés. Pourquoi dans ce sens? Pourquoi avoir mis celui-là avant celui-là? Parce que parfois il peut y avoir quelques problèmes, parce que dans certains langages, par exemple, on peut vous enlever le A accent avant. Si je vous mets un regex non-word boundary, le signe non-mot. Je vous invite à regarder quoi correspond l'anti/w pour des regex si vous avez envie de le voir. Donc ensuite, ensuite avec Unidecode, pour pouvoir générer des emails, donc on a deux choses à faire. Je vous mets tel quel comment préparer une fonction pour pouvoir remplacer, faire la concaténation des noms prénoms en minuscules et sans caractères spéciaux. Donc l'objectif c'est d'avoir Michael Monjour par exemple sans le E tréma et sans l'espace et tout en minuscules. Donc là pour ça je fais une fonction.
cette fonction refactorée, j'aurais pu la refactorer avec deux fonctions à la place d'une, pour que ça soit plus facile. Donc, au lieu de faire un pâté en dessous avec les deux lignes du fond, bah, j'aurais très bien pu créer deux fonctions, une fonction processing et une fonction pattern d'email. L'intérêt, c'est que quand on a plusieurs patterns, bah, on peut gagner du temps. Ça nous évite d'écrire 4 lignes à chaque fois, quoi. Donc là, on a bien exécuté, et ensuite on va utiliser la fonction apply, une fonction apply de Panda. La fonction apply, en fait, ça va faire quoi? Ça va récupérer cette fonction-là, et là, je vous avais pas dit aussi que, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer chaque élément à la suite, prénom, et chaque élément nom des deux colonnes. Et l'objectif, c'est quand on est sur chaque ligne, chaque row, bah, on processe tout pour pouvoir avoir l'email dans la nouvelle colonne qui va arriver à droite. Et comment on fait ça? On fait ça avec la fonction apply, la méthode apply, excusez-moi, de Panda, qui permet de mapper une fonction. Ça veut dire quoi, mapper? C'est-à-dire qu'on va, sur toutes les lignes, on va appliquer cette fonction-là, quoi. Et l'axis, c'est pour les mettre à droite. L'axis 1 pour le mettre à droite, l'axis 0, c'est pour le mettre à la suite en bas. Et là, c'est le nom de la colonne qui est Gmail 1, mais j'aurais très bien pu mettre Gmail 2 ou ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez très bien vous amuser à faire plusieurs patterns. Donc là, quand on exécute les deux, bah, on voit qu'il y a une nouvelle colonne avec l'email généré. Ça ne veut pas dire que l'email est testé. Bah, je ne vais pas vous donner tous mes petits tips pour tester gratos des emails, parce que c'est possible. Mais c'est possible après de tester gratuitement les emails. Et comme c'est un savoir-faire, bah, on ne donne pas tout le savoir-faire gratuitement, n'est-ce pas? Mais là, vous pouvez après utiliser des services de test tels que comme vous voulez. Après, vous pouvez aussi vous amuser à partir du nom-prénom, faire une recherche LinkedIn, etc. Voir s'il y a le nom de la boîte, faire du mail, du hunter.io, faire de ce que vous voulez, et après la compléter au fur et à mesure, avec plusieurs paliers. Là, c'est sur des Gmail simples. Mais vous pouvez très bien utiliser ça pour des emails pro, mais ça prendra plus d'étapes. Et ensuite, quand vous avez tout ça, vous pouvez l'enregistrer en CSV. Donc là, tout est bien. On va regarder dans Drive, D-R-I-V-E, Google Drive. Je vais aller sur mon Drive pour voir ce que ça donne. Scrap. Ça prend un peu de temps. Allez. Et là, si tout va bien, on a le fichier data comme il convient. On va regarder, on va l'ouvrir avec Google Sheet. Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est bon? La pression. Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis bon? Je sais pas, mais la question c'est de savoir si on a les données qui correspondent.
Et voilà les coordonnées scrappées. Voilà, ensuite, si vous voulez aller plus rapidement, bah vous avez tout à la suite là. Voilà, tout en un. Je pense que ça devrait fonctionner. Je l'avais testé, il fonctionnait. Peut-être que je me trompe ou j'ai fait une petite erreur. S'il y a une petite erreur, n'hésitez pas à me signaler. Bon, je vais pas tout relancer parce que ça va prendre un peu de temps, surtout au niveau du drive. Mais en fait, j'ai mis tout ce qu'il y avait au-dessus en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, bah, commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, bon après-midi et bon confinement à tous. Allez, ciao.